Après la censure, TV Liberté subit de plein fouet une nouvelle attaque qui se veut mortelle. En 12 années d'existence, TV Liberté est devenue la première chaîne alternative de France. C'est un succès inédit, construit pierre après pierre, grâce à vous tous. 8,5 millions de vues mensuelles sur toutes nos plateformes. Plus de 1,5 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Plus de 1 million d'abonnés cumulés sur YouTube, entre la chaîne principale et nos formats courts. Une ascension fulgurante dans un univers médiatique verrouillé. Notre ambition était claire, marcher sur les brisées de la presse mainstream, c'est désormais une réalité en marche. Quand David affronte Goliath et que Goliath commence à vaciller. Mais ne nous leurrons pas, Goliath ne se laisse pas faire. Le succès de TV Liberté dérange. Notre liberté d'expression, nos révélations, nos coups portés à la Macronie et à l'extrême centre agacent les puissants. Résultat, nous sommes attaqués. La dernière salve est d'une violence inédite. Notre banque, celle qui nous hébergeait depuis 12 ans, vient de fermer l'ensemble de nos comptes sans préavis, sans justification, sans recours. C'est une attaque politique, un sabotage déguisé. Après les censures YouTube et l'ostracisme, nous sommes donc victimes d'une nouvelle forme de censure, la censure bancaire. Aujourd'hui en France, une banque peut rayer d'un trait de plume une structure légale, transparente, irréprochable au simple motif de lui nuire politiquement. Pas de faute, pas de procédure, pas de juge, juste le couperet, une exécution financière, une lettre de cachet moderne sur ordre politique. Cette opération a un objectif clair, nous empêcher de lancer notre campagne de dons. C'est donc un acte de guerre contre un média indépendant. Nous avons décidé de ne pas nous laisser faire, bien sûr. Depuis des jours, nous sommes tous mobilisés, avec une énergie incroyable pour trouver des alternatives et des solutions. Depuis ce jour, vous pouvez faire à nouveau votre don à TVL en toute sécurité. Nous avons tenu bon. Nous avons trouvé des solutions, mais au prix de pertes financières importantes. Des centaines de dons ont été impossibles à faire. Nos donateurs, par prélèvement mensuel ou par virement mensuel, sont invités à tout refaire leurs documents de soutien. Cette opération de censure porte évidemment un coup dur à TVL, au plus mauvais moment, celui où nous devons boucler le budget 2025. Cette opération de censure sera un échec total si vous répondez présent. Amis, envoyez tout de suite un don à TVL en réponse à cet appel. En réponse à cet appel, résistez, ripostez, défendez une chaîne libre. Ce n'est pas du chiquet. L'avenir de TVL dépend de vous. Ce n'est pas du chiquet. TVL est entre vos mains. Madame, monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour commencer une nouvelle semaine en votre compagnie. À la une de cette édition, retour sur l'opération ukrainienne à la veille des négociations en Turquie. S'il s'agit d'un succès tactique pour Kiev, le cours de la guerre n'est pas transformé et la riposte russe est fort probable. Nous ferons le point avec Hervé Carès. Nous reviendrons ensuite sur la défaite des européistes en Pologne face aux candidats conservateurs. Et puis l'actualité, c'est aussi le champ de bataille sur les Champs-Élysées et un peu partout en France. Après la victoire du Paris Saint-Germain, des violences ethniques ont éclaté samedi et dimanche soir. À l'heure des nouvelles discussions en Turquie sur la guerre en Ukraine, les affrontements se poursuivent. Tandis que les Russes gagnent toujours plus de territoire, les Ukrainiens sont parvenus à mener une opération d'envergure dont la promotion a été assurée par les médias occidentaux. Le point tout de suite. Une toile d'araignée s'abat sur la profondeur russe avant les négociations en Turquie. Dimanche, l'Ukraine a mené à bien une opération d'envergure contre l'aviation de Moscou avec des méthodes innovantes et clandestines. À la peine sur le front militaire avec des troupes russes qui ont conquis en mai le double du territoire gagné en avril, Volodymyr Zelensky s'est félicité d'une initiative planifiée selon lui depuis 18 mois pour parvenir à des frappes avec la plus longue portée jamais menée par Kiev.
En réalité, selon les premières informations, des drones FSV pilotés grâce à des caméras embarquées auraient été acheminés sur le territoire russe, puis déployés à proximité des zones ciblées dans les régions de Mourmansk, Irkoutsk, Ivanovo, Ryazan et Amour. Hervé Carès, diplômé de l'école de guerre et spécialiste de la gestion de crise, nous décrit l'opération. On est dans un contexte maintenant de guerre asymétrique du faible au fort. Donc c'est une opération clandestine de grande ampleur et réussie d'ailleurs. Là on est typiquement sur une cible militaire qui correspond en fait à la pression que les Russes mettent sur l'Ukraine et sur sa société, sur son industrie avec les frappes stratégiques. Cette opération a touché 5 aérodromes abritant la flotte de bombardiers stratégiques russes et notamment 50 Tupolev 95. Ce sont les avions qui peuvent porter entre 6 et 10 missiles de croisière. Donc pour l'instant, le bilan mérite d'être confirmé. On est sur 40 appareils côté ukrainien. Certaines sources ouvertes vont vers un bilan d'une dizaine d'appareils. Il faut bien comprendre que la flotte de bombardiers stratégiques russes, c'est 50 Tu-95, 70 Tu-22 et une quinzaine de Tu-160. C'est quand même un des piliers des forces aériennes stratégiques russes. Et quand je dis forces aériennes stratégiques russes, c'est aussi bien pour des bombardements classiques que pour des bombardements nucléaires. Si l'opération n'a pas de quoi susciter une riposte nucléaire, elle pourrait toutefois être l'occasion d'une nouvelle frappe d'Oreshnik sur une cible de haute valeur. Il faudra dans tous les cas une réponse symboliquement forte de la part de la Russie, et c'est d'ailleurs ce que réclame le commandement au Kremlin. Quoi qu'il en soit, si l'opération ukrainienne est réussie, les pertes russes semblent plus restreintes que les premières annonces de Kiev. Concrètement, on parle désormais de la destruction d'une dizaine d'appareils contre les 40 bombardiers annoncés dimanche. Hervé Carès évalue pour nous les potentielles conséquences de l'opération ukrainienne sur le fil de la guerre. Sur la guerre en général, sur le front terrestre, aucune. Sur le front, on va dire, des frappes stratégiques russes, il va y avoir certainement une pause, ou alors une modification des plans de frappe, puisque donc les vecteurs aériens vont être certainement déstabilisés par cette frappe, en raison de la maintenance des appareils et de ce qui était prévu, et ainsi de suite. Pour la suite de la guerre, écoutez, ça ne change en rien aux données stratégiques. Pour l'instant, le front terrestre est toujours sous pression des forces russes, et cela ne changera pas la situation du front terrestre. Pas d'impact majeur sur la guerre, sinon une accalmie de courte durée. De quoi indiquer que cette opération ukrainienne relevait avant tout du symbole. D'abord, elle a permis de montrer la capacité de Kiev à frapper le sol russe à plusieurs endroits en un laps de temps court. C'est aussi l'occasion de prouver la qualité des services du SBU, lesquels s'appuient en partie sur la porosité entre la société russe et les réfugiés ukrainiens pour faciliter les infiltrations. Une équation qui va donc pousser la Russie à davantage de vigilance. Bien sûr, cette opération ukrainienne ne peut s'observer sans être mise en parallèle de la nouvelle séquence de négociations lancée ce lundi en Turquie. Le tempo de cette attaque quand même est assez symptomatique. Comme je le dis depuis un moment, les deux belligérants directs ne veulent pas réellement négocier. Les Russes sont incités à aller à la table des négociations par les États-Unis parce qu'ils ne veulent pas trop arrêter le processus de rapprochement entre eux et les dirigeants américains. Et puis, pour des raisons politiques et essentiellement de politique intérieure, le gouvernement ukrainien, les dirigeants ukrainiens ne veulent pas arrêter la guerre. Donc c'est un signal fort, je trouve, cette attaque. On continue la pièce de théâtre, ou le jeu de poker menteur à deux, et puis en fait on continue la guerre. Et l'issue de cette guerre se fera par le sort des armes. C'est le sort des armes qui va déterminer les conditions de la fin de ce conflit. Les discussions à Istanbul n'ont donc pas grande chance d'aboutir à des avancées majeures. Le jeu de dupes se poursuit donc et il faudra avant tout observer cette semaine la nature de la riposte de la Russie. Le conservateur Karol Nawrocki remporte l'élection présidentielle polonaise d'une très courte tête devant le candidat euro-mondialiste. Un camouflet retentissant pour le gouvernement pro-Bruxelles de Varsovie. Décryptage de Nicolas de Lamberterie. Victoire inespérée mais cruciale des conservateurs polonais. La nuit a été longue à Varsovie, mais au final,
Ce sont les conservateurs eurosceptiques qui ont le sourire et les libéraux euromondialistes qui font la soupe à la grimace. En effet, au soir de l'élection, les deux candidats finalistes de l'élection présidentielle polonaise s'étaient tous les deux déclarés vainqueurs du scrutin sur la base des exit polls, les sondages effectués en sortie d'urne. Mais une fois les voix recomptées, c'est au final le candidat conservateur Karol Nawrocki qui l'emporte d'une courte tête avec 50,9% des suffrages, soit seulement 350 000 voix d'avance sur Rafał Trzaskowski, le maire de Varsovie, qui échoue donc pour la deuxième fois consécutive en finale de la présidentielle polonaise. Même si au final, l'équilibre institutionnel polonais ne changera pas, puisque Nawrocki succédera au conservateur Andrzej Duda en poste depuis 10 ans, cette victoire constitue un camouflet pour le gouvernement euromondialiste de Donald Tusk. La défaite est d'autant plus amère pour les euromondialistes que durant la campagne électorale, Rafał Trzaskowski était donné très largement vainqueur par l'ensemble des sondages d'opinion. Alors qu'il était donné perdant dans les sondages depuis le mois d'octobre 2024, voire même pas certain de se qualifier au second tour, Karol Nawrocki a donc réussi à remporter une élection qui semblait bien loin d'être acquise. Au final, le pari du PiS, le parti Droit et Justice, de présenter un candidat indépendant a été le bon, fût-ce sur le fil du rasoir. Historien de formation, président de l'Institut de la mémoire nationale de Pologne, Karol Nawrocki s'était notamment fait remarquer en accélérant le processus de retrait des monuments soviétiques restant en Pologne, ce qui avait provoqué la colère de Moscou. Durant la campagne électorale, Nawrocki s'est toutefois montré critique envers l'Ukraine, le soutien sans limite à l'Ukraine et aux réfugiés ukrainiens, très nombreux en Pologne, étant une source d'irritation au sein d'une partie de la société polonaise. Sa rencontre avec Trump et les erreurs de son concurrent nationaliste Mensen ont finalement permis à Nawrocki de se qualifier pour le second tour assez aisément, en talonnant même le candidat libéral soutenu par le gouvernement. Entre les deux tours, l'enjeu pour Nawrocki était de récupérer le maximum d'électeurs s'étant prononcés pour les deux candidats nationalistes, Mensen et Brown, qui ont rassemblé à eux deux plus de 20% des suffrages. En s'engageant sur plusieurs points, notamment le refus d'envoyer des soldats polonais en Ukraine ou le maintien de la monnaie nationale, le zloty, Nawrocki est parvenu à récupérer une bonne partie des suffrages nationalistes, d'autant que son adversaire libéral, Rafał Trzaskowski, faisait office d'épouvantail pour les nationalistes, notamment sur les questions sociétales. Nawrocki s'est engagé de mener la vie dure au gouvernement de Donald Tusk en faisant usage de son droit de veto. Pour le gouvernement libéral polonais, qui depuis son retour aux affaires il y a 1 an et demi mène une véritable purge et chasse aux sorcières contre les conservateurs, le camouflet est total, d'autant que les candidats des petits partis membres de la coalition gouvernementale ont effectué de très mauvais résultats lors du premier tour de la présidentielle. Il sera désormais intéressant de voir comment l'élection présidentielle va affecter la coalition gouvernementale. Certains remaniements pourraient bien avoir lieu, d'autres évoquent même la possibilité d'élections anticipées, notamment si certains des partenaires de coalition venaient à quitter le gouvernement pour essayer de survivre politiquement. Une chose est certaine, les conservateurs polonais sont relancés, tandis que l'élan euromondialiste vient de connaître un sérieux coup d'arrêt à Varsovie. La coupe au Qatar, le bazar pour la France. La victoire du PSG en Ligue des Champions a suscité des violences ethniques à Paris et dans plusieurs villes de France. Un air de déjà-vu, Olivier Frère-Jacques. Des scènes de liesse, selon une certaine presse, des scènes de chaos. Dans la réalité, samedi et dimanche soir, des hordes de sauvages ont investi Paris et le centre-ville de plusieurs grandes villes de France pour casser, voler et en découdre avec tous ceux qui portent un uniforme et pas seulement. Ainsi, même les pompiers de Paris sur place, pour faire face à des incendies, ont été pris à partie.
Des femmes ont aussi été attaquées à plusieurs endroits, notamment des groupes de filles, et même jusque dans leur voiture. J'en ai eu 2 innocents. Voilà, innocents. Et vas-y, quand tu réagis, parce que le mec il est là, il te sourit, ça veut t'embrouiller. Mais ça voulait te taper en fait. Seulement de jeunes, c'est des mecs de 30 ans, de 40 ans qui viennent te mettre des mains aux fesses. Sur les Champs-Élysées, plus de 100 000 personnes se sont rassemblées. Des vitrines de magasins, dont un Foot Locker, ont été vandalisées et pillées. Au total, une vingtaine de commerces ont été dégradés avec 4 à 5 cas de pillage avérés. Près du Parc des Princes, des individus ont bloqué le périphérique pendant environ 15 minutes en jetant des barrières. Les forces de l'ordre, mobilisées à hauteur de 5 400 agents, ont procédé à 563 interpellations à l'échelle nationale, dont 491 à Paris et 323 gardes à vue, selon le ministère de l'Intérieur. 9 policiers et 7 sapeurs-pompiers ont été blessés, ainsi que 192 civils, dont 4 grièvement. À cela s'ajoutent 2 morts. À Paris, un jeune homme de 20 ans a été tué après avoir été percuté par une voiture alors qu'il circulait en scooter dans le 15e arrondissement. À Dax, un adolescent de 17 ans a succombé à des coups de couteau lors d'un rassemblement célébrant la victoire, bien que le lien direct avec l'événement reste à confirmer. À Grenoble, 4 personnes d'une même famille ont été blessées, dont 2 grièvement, après qu'un chauffard a percuté la foule en tentant un dérapage. Dans la Manche, un policier, touché à l'œil par un tir de mortier, a été placé en coma artificiel. Le bilan est déplorable, mais il était annoncé. Dans notre édition de vendredi, nous l'annoncions sans grand mérite. L'issue était évident à considérer le précédent de la demi-finale et les matchs de l'Algérie en Coupe du Monde notamment. Désormais, toutes les occasions sont bonnes pour le chaos. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, n'a pu que constater les dégâts. On est beaucoup sur des profils de jeunes qui viennent de petites, de grandes couronnes, voire aussi de Paris. Des jeunes qui viennent pour piller, dégrader, toujours les mêmes. On les retrouve encore une fois pour les festivités du 14 juillet. Pareil du côté du ministre de l'Intérieur qui ne fait que constater la situation en tentant de la maquiller avec des mots chocs. Ceux qui, hier soir, je le dis, sans mâcher mes mots, ont gâché cette belle fête sportive, ce sont des barbares. Oui, ce sont des barbares. Des barbares qui avaient prévu de venir et que Bruno Retailleau a été incapable d'arrêter. Le fiasco de la fin de semaine est ainsi celui de décennies d'immigration, comme les vidéos peuvent l'illustrer. C'est aussi l'échec des politiques en place. Et si tous à droite évoquent la nécessité d'accentuer la répression, il semble bien que la méthode soit vaine et le mal plus profond. En effet, la quantité d'individus hostiles témoigne d'un rapport de force ethnique évident face auquel l'arsenal judiciaire et la police sont inopérants. Et si la droite tente de rejouer le coup de la punition avec toujours en toile de fond le mirage assimilationniste, la France insoumise, elle, joue à fond sa carte du soutien aux banlieues dans sa partition désormais bien rodée de tapinage électoral. Le député Léo Mans, pas très virilement accompagné, s'était même rendu sur place aux Champs-Élysées pour y aller de sa petite vidéo de youtubeur sans que l'on sache vraiment s'il parlait des CRS ou d'autres individus. Oh my god! Vas-y, c'est quoi ces gros bâtards? T'as vu, c'était vraiment des gros bâtards! Toute la fumée que vous voyez là, c'est des lacrymos. C'est irrespirable. À chaque fois, ça provoque des mouvements de foule, c'est très dangereux. Voilà ce que fait monsieur Retailleau en guise de maintien de l'ordre. L'état-major insoumis s'est également mis en branle à grands coups de pas d'amalgame alors que leurs alliés objectifs du patronat de la restauration déploraient la dégradation d'enseignes. Ces mêmes chefs d'entreprise qui réclament de la main-d'œuvre étrangère à longueur de temps ont ainsi pu voir cette main-d'œuvre de près. Côté récupération politique, la coupe a pu être remise au camp présidentiel avec Emmanuel et Brigitte Macron, mais aussi la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui n'aurait raté la photo pour rien au monde. Valérie Pécresse et Rachida Dati pour compléter le tableau, mais pas d'Anne Hidalgo en froid avec le club détenu
par le Qatar. L'affaire qui s'est déroulée cette fin de semaine en France est un condensé des maux du pays. Un club de football vendu à un État étranger, une extrême gauche qui soutient des violences urbaines et une droite perdue dans un logiciel politique dépassé dans un an. La Coupe du monde de football pourra permettre de remettre une pièce dans la machine avec les possibles qualifications des 3 pays du Maghreb. Et nous poursuivons avec un rapide tour de France. François Hollande, ancien mentor d'Emmanuel Macron, mêlé à un conflit d'intérêts. Depuis 2021, l'actrice et productrice de cinéma Julie Gaillet, épouse de l'ancien président de la République, est visée par une enquête du parquet national financier pour corruption, trafic d'influence, blanchiment, concussion et corruption d'agents publics étrangers. En 2016, Julie Gaillet produisait un film intitulé « Tout là-haut ». Ce long-métrage, qui n'a pas intéressé beaucoup de spectateurs, a été financé à hauteur de 1 650 000 € par la société indienne Reliance. Or, à ce moment, François Hollande signait avec l'Inde l'achat à la France de 36 avions Rafale. La société Reliance est mentionnée dans ce contrat. Pour résumer, le film produit par la compagne du chef d'État a reçu de l'argent d'une société associée à un contrat d'armement négocié par le même chef d'État. À l'heure actuelle, aucune mise en examen n'a été prononcée. François Hollande ne doit pas trop s'inquiéter. Il bénéficie de l'immunité présidentielle pour les actes commis durant son mandat. Une candidature de division. Pierre-Yves Bournazel, conseiller de Paris et membre d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe, se lance pour la 3e fois dans la course à la mairie de Paris en 2026, après ses candidatures en 2014 et 2020. Dans un entretien aux Parisiens, cet ex-député de 47 ans se présente comme le candidat anti-pagaille, promettant de remettre l'espace public en ordre avec des mesures comme la privatisation de la collecte des ordures, l'armement de la police municipale et la sécurisation des pistes cyclables. Il souhaite aussi prolonger le bail du Parc des Princes pour libérer des fonds d'investissement. Soutenu par Édouard Philippe, il revendique une démarche transpartisane, mais exclut tout rapprochement avec Rachida Dati, qu'il critique pour son style jugé trop agressif. La liste des prétendants à la capitale n'en finit pas de s'allonger avec l'écologiste David Béliard et le communiste Yann Brossat, ainsi que des candidats socialistes et LR, tandis que Renaissance n'a pas encore désigné son chef de file. L'ensauvagement est aussi une affaire de femmes. La militante pro-noire Assa Traoré, connue pour son engagement contre les violences policières, fait l'objet d'une plainte pour violence aggravée déposée le 30 mai à la suite d'une altercation dans un parc à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Selon une information de Valeurs Actuelles, confirmée par le parquet de Créteil, le différend aurait débuté par une dispute entre 2 enfants de 10 ans jouant au football, marquée par des insultes et des coups. La tante de l'un des enfants, intervenue pour clarifier la situation, aurait été menacée, puis agressée verbalement et physiquement par Assa Traoré, identifiée comme la mère de l'autre enfant. La plaignante rapporte des insultes, des coups et un étranglement. Assa Traoré a également porté plainte. Une enquête pour violence réciproque est en cours au commissariat d'Ivry et les investigations se poursuivent. L'automobile accélère la marche arrière. Le mois de mai a enregistré un repli inédit en matière d'achat de véhicules particuliers avec moins 12,3%. Selon les chiffres publiés par la plateforme automobile, aucun constructeur n'échappe à la règle qui s'applique aussi bien aux voitures électriques que thermiques. Stellantis a vu ses ventes baisser de 10%, Volkswagen près de 12% et Toyota chute quant à lui de 25%. C'est le 5e mois consécutif de baisse des ventes de véhicules qui doivent s'habituer peu à peu à vivre avec une crise largement favorisée par les politiques. En effet, le travail de sape des voitures thermiques, ajouté aux baisses des enveloppes pour les électriques, ont terminé de convaincre les Français de favoriser le marché de l'occasion qui reste stable. Et c'est le moment du reste de l'actualité internationale. Keir Starmer parlait de reprendre le contrôle des frontières de la Grande-Bretagne. Un coup d'épée dans l'eau. Samedi, 1195 clandestins traversant la Manche ont été identifiés par les autorités britanniques. Un record depuis le début de l'année. Notons que l'année 2024 avait vu une explosion du nombre d'entrées clandestines sur le sol britannique. 36 800 personnes selon les données officielles, principalement des Afghans, Syriens et Iraniens. Depuis début janvier, il y en aurait eu environ 13 000, soit plus que l'an dernier sur la même période. La diplomatie israélienne dérape complètement. Tel Aviv accuse Emmanuel Macron de mener une croisade contre l'État juif pour ses critiques sur la situation humanitaire à Gaza. L'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, a lui vivement critiqué la France pour sa campagne en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien, proposant avec ironie que Paris se détache d'un morceau de la Côte d'Azur pour le créer.
Cette déclaration faite lors d'une interview à Fox News intervient alors que la France, avec l'Arabie Saoudite, coprésidera une conférence à l'ONU du 17 au 20 juin pour promouvoir la solution à 2 États à laquelle le gouvernement de Benjamin Netanyahou s'oppose fermement. Huckabee juge cette initiative inappropriée en temps de guerre, citant l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Il nie toute occupation israélienne en Cisjordanie, où 22 nouvelles colonies ont été annoncées malgré leur condamnation par l'ONU comme illégales. Elon Musk a-t-il consommé de la blanche à la Maison-Blanche vendredi? Le journal américain The New York Times a affirmé que l'homme d'affaires a pris à plusieurs reprises de la kétamine, de l'ecstasy et des champignons hallucinogènes pendant la campagne présidentielle de Donald Trump. Elon Musk a démenti le lendemain. Il affirme que sa seule consommation de kétamine remonte à plusieurs années et était due à un usage médical. Il a affirmé que le New York Times, quotidien notoirement proche des démocrates, n'était pas un journal sérieux. Les journalistes sont allés jusqu'à interroger le président des États-Unis en personne sur cette question. Donald Trump aurait répondu qu'il n'était au courant de rien, ajoutant qu'Elon Musk est, je cite, un type fantastique et que, depuis sa démission, il ne serait pas facile à remplacer. Donald Trump toujours qui s'invite dans la conquête spatiale quelques jours après avoir annoncé ses grands projets de dôme d'or. Laissant présager une militarisation de l'espace, le président américain a décidé de retirer la nomination de Jared Isaacman à la tête de la NASA à quelques jours de la confirmation du Sénat. Le milliardaire et astronaute n'est pas assez en adéquation avec le président des États-Unis pour arriver à ce poste stratégique. Une annonce qui vient au lendemain du départ d'Elon Musk de son poste de conseiller spécial auprès de Donald Trump, alors même que Jared Isaacman était un proche du patron de SpaceX. Le président américain devrait rapidement annoncer son nouveau choix. Et voilà, nous approchons de la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez Politique et Éco. Pierre Bergerot reçoit Laurent Izard, agrégé d'économie-gestion, pour faire le point sur l'état des finances françaises après l'avertissement du FMI lancé à l'exécutif. Mais je vais vous dire une chose. Moi, je pense que l'état de l'économie aujourd'hui fait que nous ne sommes pas en crise. Nous sommes en déclin. Et c'est profondément différent, parce qu'une crise, on en sort, si vous voulez. Là, il faut être clair, tous les indicateurs économiques sont au rouge aujourd'hui. Demain matin, à partir de 7h, découvrez le nouveau Zoom. L'écrivain Michel Orcel publie ses mémoires entre aventures intellectuelles et spirituelles. Chez les poètes anciens, comme aujourd'hui, si on le veut, la règle devient une occasion de se libérer. Exactement comme en mystique, les rites deviennent des moyens pour s'envoler ailleurs. Voilà. Donc la règle en soi n'est pas contraignante, au contraire, elle est une occasion de saut, de projection. Voilà. Appuyer ça sur un usage artisanal, moi j'insiste beaucoup sur mon artisanat. C'est très important. Très important. Et c'est le travail d'artisan, votre travail d'éditeur également, je veux dire. Oui, moi je suis un artisan. Voilà, simplement, on peut pas demander à n'importe qui de devenir ébéniste à 25 ans. Vous comprenez, on peut pas restaurer une très belle commode à 25 ans. Il faut avoir 25 ans de métier derrière soi. Voilà. Bon. Donc l'artisanat, c'est ça. Et malheureusement, une grande part des traducteurs d'aujourd'hui, surtout dans le domaine poétique, sont malheureusement dépourvus de ce travail. C'est ça qui est regrettable dans le champ de la traduction en français en tout cas. Pour ce que je connais. Voilà. Oui. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.